Vincent est arrivé devant la maison dans sa vieille Renault 4 litres. La poussière tourbillonnait derrière la voiture, les roues crissaient sur le chemin de gravier. Dans le village voisin, la soirée tombait doucement, la fumée montait paresseusement des cheminées, et les vieilles du coin étaient déjà assises sur les bancs, observant le nouveau venu d'un œil soupçonneux. La maison abandonnée se dressait à la lisière du village, de travers, avec son toit affaissé, ses murs décrépits, ses fenêtres brisées et des mauvaises herbes jusqu'aux genoux. La porte, penchée, tenait à peine sur un seul gond, la peinture s'écaillait, et des fissures béantes zébraient les fondations. Vincent s'appuya sur le capot, examinant la propriété. L'intérieur était vide de vieux clous dépassaient des petites fentes sous le plafond, sur les murs, un papier peint à fleurs fanées, les coins avaient noirci à cause de l'humidité, une odeur de moisissure se mêlait au léger parfum d'un pommier pourri. Il entra, marchant sur le plancher grinçant où chaque mouvement résonnait en écho, rappelant que personne n'avait vécu ici depuis longtemps. « Vincent, pourquoi une telle ruine ? Tu aurais pu prendre un appartement au chef-lieu, » lui dit d'une voix douce une connaissance, Lucie, en s'approchant du perron et en désignant la maison d'un signe de tête. Vincent répondit avec lassitude, « Dans un appartement, on étouffe, on ne peut pas respirer. Au moins, ici, il y a de l'air pur. » Au fond de lui, il savait que l'appartement était resté à son ex-femme. Et ici, au moins, c'était à lui. Même si c'était délabré, même si ça lui avait coûté sa dernière pension, c'était à lui. Il arpenta longtemps les pièces, étudiant attentivement chaque détail. Un vieux lit à ressort, difficilement maintenu au sol par un débarras vide. Dans un coin, des caisses en bois empilées où le bruit des ferrures cassées, un craquement sec. Il s'assit sur le rebord de la fenêtre, se frotta le front, regardant la toile d'araignée et les mauvaises herbes humides de rosée. Parfois, il lui semblait entendre un bruissement comme si quelqu'un venait de la pièce du fond, mais, bien sûr, il n'y avait personne. Seulement un silence glacial, interrompu par le goutte-à-goutte rare d'une gouttière percée. Vincent se mit à réfléchir, peut-être que j'ai eu tort de venir ici. Les gens du coin disent qu'il y a comme une malédiction. Tous ceux qui ont acheté cette maison ont fini par sombrer dans l'alcool ou se disputer. Et ma femme est partie, mon fils est à l'étranger. Qu'est-ce que je fais ici ? Il s'assit à la vieille table, sentant son cœur s'accélérer légèrement. Une sensation étrange, comme si la maison vivait sa propre vie, gardait le secret de quelqu'un. Enfant, il avait toujours eu peur des bâtiments abandonnés, il lui semblait que d'un coin sombre allait surgir un étranger. Maintenant, personne ne viendrait, car il ne restait personne. Seulement lui et la maison. Lucie passa de nouveau, s'attardant près de la clôture. « Vincent, tu n'as pas peur de toutes les choses qui peuvent naître ici ?» Elle rit doucement, puis ajouta, « Tiens, Alain l'a vendu il y a 2 ans et il a disparu, sans laisser de traces. » Il ne répondit pas, se contenta de hocher la tête, comme s'il n'avait pas entendu. Vincent traversa le couloir aux les murs humides, les lambris de bois éraflés. Il ouvrit le débarras, la porte grinçante révéla des étagères avec des bocaux cassés, des œufs d'araignée, de vieilles conserves, des ampoules grillées depuis longtemps. Il tâta les murs sous ses doigts, un léger frisson, une fraîcheur, comme si la maison elle-même ne voulait pas qu'on la touche. Une pensée lui traversa l'esprit, et si c'était vrai, si je restais ici, je disparaîtrais comme les autres ? Combien de personnes étaient parties, qui savait pourquoi ? Vincent eut envie de rester, peut-être qu'ici il oublierait son divorce, surmonterait sa solitude, trouverait un sens, ne serait-ce que dans les réparations. Pas pour quelqu'un d'autre ou pour lui-même. Recommencer à zéro, redresser chaque brique de ses propres mains, tout remettre en ordre. Rester un homme, pas une ombre. Il inspecta la cour. Un vieux pommier, tordu par l'âge, fleurissait encore. D'un revers de manche, il essuya la terre, examina une botte oubliée. Oui, il y a eu de la vie ici. C'est dommage qu'elle ait disparu, pensa-t-il. Son cœur se serra, il se souvint des disputes avec sa femme, des bagarres nocturnes, de ses cris. Le sentiment de sa propre culpabilité se fit plus pressant. Vincent soupira, sortit sur le perron, regarda le ciel qui rosissait. La décision vint soudainement à qu'il parle, qu'il l'effraie. La solitude est plus forte que la peur, et la maison est une chance de recommencer par soi-même. Lentement, prudemment, il sortit un vieux sac de son coffre, prit son courage à 2 mains et entra dans le vestibule. Une nouvelle vie commençait. À ce moment-là, il ne savait pas ce qui était caché dans les murs de la maison, il ne pensait pas aux malédictions. L'important était de survivre à l'hiver, de tenir bon, de reconstruire son chez-soi. Et puis, peut-être,
le sens reviendrait. Ou au moins l'oubli, qui n'est pas si douloureux. Au-dessus du village, le brouillard se déposait sur les toits. Pour la première fois depuis de nombreuses années, Vincent sentit une forme de détermination. Ou peut-être simplement du désespoir, ce qui y ressemble fort. Le matin, pour Vincent, commençait lentement, comme la vie elle-même dans le village. La forêt de l'autre côté de la route, enveloppée de brouillard, l'humidité sous ses pieds, et dans une vieille tasse un thé fort avec une cuillère de confiture. Sur la table de la cuisine gisaient des outils rouillés, un marteau au manche ébréché, un pied de biche, une vieille barre à mine. Ses yeux s'habituaient peu à peu à la pénombre de la pièce, où le papier peint était usé depuis longtemps et les coins cachaient des toiles d'araignée, une poussière séculaire, une couche si épaisse que si on la balayait de la main, il n'en sortait qu'un jet noir. Il commença à déblayer les décombres, d'abord sans se presser, au rythme familier d'un vieil ouvrier. Il déplaça d'abord le vieux lit, qui sentait le chat, et le sortit lentement. Le grincement des lattes du plancher lui semblait être la voix de la maison elle-même, chaque planche se plaignait de son lourd destin, d'un printemps oublié. Puis les matelas de paille, et en dessous des pièces de monnaie éparpillées, des boutons rouillés, des tonnes de chiffons. Travailler seul, c'est comme une pénitence silencieuse, pire que le service militaire, plus facile que l'oubli. Un monologue intérieur s'étirait, il faut tout faire soi-même. Personne ne viendra, personne n'aidera. Tout ce que j'ai, c'est à moi, et ce qui est perdu. Qui est à blâmer? Il ne reste personne. Ma femme, elle a fui les scandales, mon fils est en ville, un étranger. Et moi, je devrais rester ici, ne pas craquer, au moins trouver un sens. Vincent s'essuyait le front, le dos endolori, ses pensées revenaient obstinément au passé. Ayant fini avec le bric-à-brac, il sortit les boîtes dans la cour. Une chienne familière, ronde et agile, arriva en courant, renifla ses bottes, gratta la porte de sa patte. « Alors, Vincent, tu t'actives encore comme dans ta jeunesse » cria sa voisine Marie par-dessus la clôture, en ajustant son foulard, avant d'ajouter « Et, ce n'est pas en remuant la boue qu'on chasse la mélancolie. » Il se contenta de sourire, lourdement, il n'y a personne pour travailler, il faut bien que je m'y mette. Tout est vieux ici, comme mes rhumatismes. Marie fit un geste de la main et poursuivit son chemin. D'heure en heure, la maison devenait plus propre, mais aussi plus triste. Le débarras révéla un coffre au couvercle cassé, à l'intérieur de vieilles chaussures, des lettres, des photos décolorées. Sur l'une, un homme en uniforme de soldat, sur une autre une femme avec un enfant dans les bras. Voilà, c'étaient les vies de quelqu'un, et maintenant, il ne reste que des débris et des querelles, pensa Vincent, une tristesse lancinante le tenaillant à nouveau. Le travail lui prenait ses forces, mais lui rendait un peu de paix. Un chiffon avec du savon parfumé, de l'eau tiède, il lava longuement les murs, remarquant comment la saleté enlevée laissait des taches blanchâtres sur le papier peint. Le soleil rampa sur le plafond, éclairant chaque parcelle de son travail. Vers le soir, le voisin arriva, le vieil Pierre, avec sa canne, respirant lourdement. « Vincent, qu'est-ce que tu as en tête? Une vieille maison, ce n'est pas pour les jeunes, ni pour les forts. Ici, où les fenêtres sont condamnées, l'obscurité n'est pas ordinaire. » Vincent haussa les épaules, répondant sobrement, « Ça m'est égal, Pierre. Je ferai mon travail, et on verra après. » Pierre le regarda de travers, « Il y a une armoire ici que personne n'a jamais ouverte. N'y touche surtout pas, on dit qu'elle porte malheur. » Il n'y a pas de pire malheur que la solitude, marmonna Vincent. Le lendemain matin, en rangeant le débarras, Vincent tomba sur une bizarrerie, dans un coin, contre le mur, se trouvait une vieille armoire, recouverte de journaux. Les portes étaient clouées, et l'armoire elle-même était solidement emmurée au du plâtre, des briques superposées, comme si quelqu'un avait soigneusement cherché à la cacher au cœur même de la maison. Son cœur se mit à battre plus vite. La peur vieille, collante, comme un souvenir d'enfance de l'obscurité sous le lit. Peut-être que je ne devrais pas y toucher? Peut-être que c'est vrai, à quoi bon, qui sait ce qu'il y a dedans? Mais la curiosité était plus forte. Il resta longtemps à la regarder, les mains tremblant légèrement. À l'intérieur, cette sensation familière, quand le passé vous regarde. Il s'accroupit, toucha ses outils, passa la main sur le plâtre rugueux. On dirait que l'armoire respire, lui traversa une pensée stupide. La détermination était aussi un défi à la mélancolie. Vincent commença à retirer délicatement la couche de briques, chaque mouvement étant le reflet d'une chose non résolue dans sa vie. Des clous, de la poussière, une odeur de vieux papier. Monologue intérieur,
pourvu que ce ne soit pas en vain, pourvu que je ne commence pas quelque chose de nouveau simplement parce que je n'ai pas terminé l'ancien. Le désir de savoir devint plus fort que la peur. Le travail occupe le temps, il distrait de la douleur, de la solitude, des pensées agitées. Quitte à y laisser des plumes, autant savoir de quoi vit cette maison. Grattoir, marteau, bruit, quelque chose tinta dans l'armoire, comme si la voix des anciens habitants répondait. Vincent jeta un coup d'œil prudent, l'obscurité, des traces de souris, de vieux chiffons, des documents éparpillés. Vers le soir, la maison se mit à résonner différemment, en moins vide, un peu plus gai. Le travail lui faisait mal au dos, mais il était au centre de l'action, même si elle était modeste. Parfois, une lumière apparaissait dans la pièce pendant une minute, parfois il lui semblait que quelqu'un s'était assis à côté de lui. Par une nuit tiède, alors que le puits à côté bruissait sous le vent, Vincent se remit à réfléchir, et si c'était possible de recommencer. Non pas se pardonner, mais travailler. Laisser la maison me guérir, laisser le temps me montrer pourquoi je suis resté ici, là où tout le monde partait. La lumière de la lampe se reflétait dans ses yeux, dans la fenêtre le reflet d'un homme fatigué, à qui des bribes d'amour et de solitude avaient été utiles. C'est ainsi que commença son enquête, un long chemin vers la vérité. Et chaque objet trouvé était un pas vers le passé, qui peut-être deviendrait son avenir. Une vie ordinaire, une mélancolie étirée, le murmure des voisins, le lent artisanat de la guérison. Et sur la table de la cuisine l'éternelle tasse, un thé fort, une tranche de pain. Dans un tel confort, l'espoir apparaît parfois, même chez les plus fatigués. La journée de travail de Vincent commença, comme les précédentes, par une tasse de thé tranquille dans la cuisine, où l'air humide était peu à peu chassé par les odeurs de savon et de chiffon frais. Il regarda longuement les taches de lumière qui se posaient en bande sur la table à travers la fenêtre brisée. Sous sa main du pain, grillé à la poêle, une boîte de lait concentré, un tournevis, une détermination secrète. Toute sa nouvelle vie dépendait de ces petits riens. Chaque jour ressemblait au précédent, mais dans cette répétition se cachait une étrange lourdeur, comme si le temps, dans la maison vide, s'écoulait plus lentement qu'à l'extérieur. Vincent se remit à déblayer, cette fois-ci près du mur où se trouvait l'armoire emmurée. Il arracha délicatement les montants, fit sauter la vieille peinture au marteau, et sous le plâtre, il découvrit soudain une fine fente. La curiosité l'emporta sur la fatigue. Une petite voix intérieure lui soufflait, quelqu'un l'a caché exprès. Peut-être que tu ferais mieux de ne pas y toucher ? Tu ferais mieux de te coucher plus tôt ce soir, ton dos n'est pas en acier. Mais ses mains continuaient de travailler. Les briques s'effritaient les unes après les autres, sous ses doigts une poussière fraîche et sèche, comme si un vent du passé s'infiltrait dans la maison. Autrefois, on construisait pour durer, et on cachait les choses pour durer aussi, sourit Vincent, doucement, pour ne pas effrayer sa propre solitude nocturne. Le pied de biche grinça contre un coin de fer. Dans la niche ainsi formée, on apercevait un petit livre bien enveloppé dans un chiffon, gonflé par le temps. Vincent sortit délicatement sa trouvaille. Son cœur battait lourdement, comme si ce n'était pas un journal intime, mais le dernier billet pour un spectacle interdit, étranger. Il s'assit directement sur le sol, glissant sa vieille veste sous lui, et examina sa découverte. Le tissu avait noirci, les pages étaient collées, mais l'écriture était vivante, large, ample. Sur la couverture, au crayon à papier, journal pour mémoire. Maison numéro 12, rue des Acacias. Des pages ordinaires, écrites presque jusqu'au bord des dates, des recettes de conserve, des listes de noms et plus loin, soudain, de courtes notes sur les voisins, dont la vie, à un moment donné, s'interrompait sans explication. Madame Dubois a soudainement disparu, elle est partie au magasin le matin et n'est jamais revenue. Son mari est resté assis toute la soirée sur le banc, silencieux. Vincent relisait les lignes lentement, avec appréhension, essayant de comprendre le sens pourquoi avoir écrit tout cela. Ses pensées revinrent à lui-même, et si ces notes n'étaient pas que des souvenirs ? Peut-être que quelqu'un voulait laisser un avertissement ? Ou simplement une mémoire de vieillard, peut-être que je deviendrai comme ça moi aussi, à tout noter pour ne pas oublier comment je m'appelle. Alors que ses yeux parcouraient les pages, un bruit se fit entendre dans la cour, le voisin Pierre, avec sa canne-béquille, le regardait d'un air suspicieux. « Qu'est-ce que tu fais assis là au milieu des débris ?» Vincent ne répondit pas tout de suite, « J'ai trouvé ça, un vieux carnet. »« Laisse-moi voir, » dit Pierre en s'approchant, s'appuyant contre le mur. Vincent lui tendit sa trouvaille à contre-cœur. Pierre feuilleta les pages, fronçant les sourcils, l'ancien propriétaire, le vieux Zacharie, notait tout. On dit que depuis que les femmes ont disparu,
il est devenu comme fou. Il soupçonnait tout le monde, il accrochait des mots à toutes les portes pour dire au revoir à quelqu'un, disait-il. Vincent sentit sa paume trembler. À l'intérieur, un malaise, comme si une partie du malheur d'autrui s'était maintenant transmise à lui. Dans les détails quotidiens de ces nouvelles journées, il y avait plus d'anxiété, il entrait dans la maison, décidé de se laver, versait de l'eau d'une cruche et l'eau gargouillait d'une manière sinistre, goûtant sur l'évier rouillé, comme si elle se souvenait de plusieurs décennies de chagrin. Il se rassit, lisant le journal. Plus il avançait, plus cela devenait effrayant, le pêcheur Fournier se serait noyé accidentellement, la jeune Nadia ne serait pas revenue d'un rendez-vous auprès de l'orme, personne n'aurait trouvé de traces. Dans un paragraphe, le propriétaire se plaignait, la maison est devenue vide, lourde. Le soir, j'entends des pas dans le grenier, le matin, le chat n'est plus là. Vincent se surprit à penser, j'ai entendu des grincements la nuit aussi. Est-ce que je n'ai pas rêvé? Peut-être que tout ça, c'est juste la vieillesse, tout le monde perd la tête? Mais on a tellement envie de croire qu'il y a une explication. Il resta longtemps assis au-dessus du cahier, sans remarquer que le crépuscule s'épaississait. Il se disait à lui-même, tu n'as pas de chance, Vincent. Tu te fourres toujours dans les malheurs des autres. Si seulement quelqu'un pouvait m'apprendre à vivre sans regarder en arrière. La voisine Marie jeta un coup d'œil dans la cour, secouant la tête d'un air réprobateur, les rumeurs courent que ta maison est maudite. Tu cherches toujours ce qu'il vaudrait mieux ne pas savoir. Mais Vincent se détourna, cacha le journal au fond de sa veste, il faut tout savoir. On dort plus tranquille. La nuit, il gisait dans la pièce sombre, se tournant et se retournant sur le lit grinçant, écoutant le temps craquer derrière le mur, comme si le journal qu'il avait lu avait réveillé quelque chose d'indéfini dans la maison à la fois chaud et froid. Il avait peur d'admettre que la solitude ici était tout autre où elle grandissait dans les coins, dans les fentes, dans les vieilles notes. La douleur d'autrui devenait imperceptiblement la sienne. Pour la première fois depuis longtemps, Vincent comprit que le passé est une chose lourde, on ne peut pas s'en cacher, même en clouant la porte. Et pourtant, dans cette recherche anxieuse, alors que le courant du passé lui glaçait les os, il commença à sentir qu'il y avait un sens à son enquête. Peut-être petit, peut-être dangereux. L'important était de ne pas vivre seulement comme une ombre, mais d'essayer de comprendre où commence et où finit la vérité des autres. Avec l'aube naissante, il se sentit un peu plus proche de la maison et un peu plus loin des pertes et des rancœurs de sa vie d'avant. Ces derniers jours, Vincent s'attardait de plus en plus souvent dans la cour, ne se pressant pas pour franchir le portillon, d'où un étroit sentier menait aux pelouses des voisins. L'humidité après la pluie s'infiltrait à travers ses bottes en caoutchouc, et des restes de rosée nocturne coulaient le long des branches des pommiers. Dans la rue, une odeur persistante de feu de bois, de terre mouillée, de sacs lourds avec lesquels les grands-mères transportaient des pommes de terre à travers la route. Il s'assit près du tas de bois, examinant les bûches couvertes de moisissures. Tout est étrange ici, comme si je me retrouvais dans une autre vie, lui traversa l'esprit. La vie au village s'écoulait lentement, comme figée dans la résine, et derrière la clôture, les vieillards chuchotaient, leur regard attentif, méfiant. Le premier à s'approcher fut le voisin Jean, maigre, les mains rouges, coiffé d'un bonnet de laine. Il s'arrêta près du perron, se frotta la moustache. « Vincent, tu t'es lancé dans des travaux? Tu n'as pas peur de vivre seul? Les gens d'ici ne restent pas longtemps. » Vincent répondit doucement, « De quoi devrais-je avoir peur à part de la solitude et des dettes? Quant à la maison, elle est comme elle est. » Jean ricana, avec un sourire en coin, « On dit que ta maison est devenue mauvaise depuis que le vieux Zacharie a refait le toit. Depuis, chez nous, c'est soit une disparition, soit une mort qui survient. » Aussitôt, Marie s'approcha, avec un quignon de pain et un silence dans les yeux. Elle hocha la tête, « Tu as trouvé le journal? Zacharie écrivait des choses terribles, mais qui sait? » Vincent se contenta de hausser les épaules. « J'ai lu les notes, ce n'est pas si terrible que ça. »« C'est ce que tu crois, » l'interrompit Jean, « chez nous, c'est comme ça, tu te souviens, il y a une dizaine d'années, un gamin a disparu, le petit-fils du voisin. Il jouait dans la cour, et puis plus personne ne l'a vu. Quand la neige est tombée, on ne l'a jamais retrouvé. » Vincent s'appuya sur une vieille pelle, fixa la terre devant lui. Monologue intérieur, c'est effrayant de penser que je n'étais pas là à ce moment-là. Peut-être que les choses se seraient passées différemment? Et si ça m'arrivait à moi aussi disparaître demain, personne ne s'en souviendrait. Il demanda doucement, « Et quelles sont vos légendes locales? Peut-être que ce n'est pas la maison le problème? » Marie réfléchit,
tirant sur le nœud de son foulard, il y a une légende qui court. Une femme, autrefois, ne se laissait approcher par personne. Elle vivait recluse, tout le monde jacassait sur elle. Puis elle a disparu où on disait que le mauvais esprit du village l'avait emportée. Après ça, toutes les femmes avaient peur de passer la nuit dans la vieille maison. Pierre s'approcha sur ses jambes douloureuses, jeta un coup d'œil dans la cour. Chez nous, chacun vit avec sa propre peur. Celui qui ne s'entend pas avec sa femme vient se disputer dans la maison, celui qui est seul y restera coincé pour toujours, s'il ne trouve pas le sommeil. On a peur de ces écrits, comme s'ils contenaient une malédiction à ceux qui les ont lus ont eu des malheurs. Vincent sentit ses épaules s'alourdir. Est-ce que tout ça m'attend ou est-ce que je veux juste me couper du passé? Et si la maison se souvenait vraiment des malheurs des autres? Il demanda, et vous, vous seriez resté ici, si vous n'aviez nulle part où aller? Marie rit doucement, j'ai mon fils en ville, et des petits-enfants. Et ici, il n'y a que la mélancolie et la pluie, de quoi vivre juste les potagers et les commérages. Pour moi, même un potager est une joie, si c'est pour de vrai, soupira Vincent, souriant un instant sur le côté. À l'intérieur de l'inquiétude. Peut-être que je remue vos secrets pour rien, mais que me reste-t-il d'autre? Juste vivre de petites choses, chercher les grands est au-delà de mes forces. Le soleil déclina vers le couchant, les oiseaux et les vieilles femmes querelleuses se calmèrent. La soirée était lente, étirée, comme si la tension s'épaississait tout autour. Vincent resta longtemps assis près de la maison, se remémorant les histoires des habitants, captant des bribes de dialogues étrangers. Et puis il y a la vieille Hélène, lança Pierre, elle disait toujours « Votre maison mène aux larmes, et celle d'un autre à la perte. » Fais attention, Vincent, de ne pas pleurer dans cette masure, si tu y restes pour la nuit. Ces mots ne le quittèrent pas de longtemps. Dans la chambre sombre, il étala de nouveau le journal, scrutant les pages, cherchant la vérité. Chaque paragraphe était un nouveau signal d'alarme, et avec lui, un sentiment familier de perte. Pourquoi tout ça? Et est-ce que ça vaut la peine de creuser davantage? Peut-être que toutes les légendes ici ne servent qu'à ne pas oublier pourquoi il faut vivre, malgré les malédictions et la peur? C'est ainsi que les soirées se succédaient en dialogue, en brèves conversations avec les habitants, en réflexion sur sa place dans un monde où chaque perte devient une partie de son quotidien. Vincent sentait de plus en plus que le sens de la vie ne se trouvait pas dans les écrits, les malédictions et les légendes du village, mais seulement dans les petites joies, dans le travail, dans le pain, dans ce que l'on peut raconter aux voisins et entendre en retour un rire ou des avertissements. La maison se taisait à la nuit tombée. L'humidité rongeait les coins, la peur ceignait les pensées. Mais au milieu de tout cela, Vincent remarqua pour la première fois que si la vie n'a pas de sens, on peut le fabriquer soi-même, jour après jour, même si l'on n'est entouré que d'histoires d'autrui, de commérages et de chansons sur un destin funeste. Vincent se réveilla tôt, alors que l'humidité s'étirait encore en une bande sur le sol. Sur la vieille table le journal de Zacharie, trouvé la veille dans l'armoire. Une tasse de thé froid, une croûte de pain sec, à côté un couteau et un morceau de saucisson, acheté chez Marie de l'autre côté de la route. La fenêtre était couverte d'une toile d'araignée, à travers laquelle filtrait une lumière hésitante. Vincent feuilletait lentement les pages, jetant parfois un coup d'œil à la planche poussiéreuse où s'étaient déposées la veille les traces de ses chaussures. Il commença à lire le journal, des dates, écrites en grosses lettres, comme si le vieil homme avait peur de perdre le compte du temps, des récits de semailles, de maigres récoltes, d'éternelles disputes avec les voisins. Au début, des lignes simples comme si c'étaient les soucis d'autrui, ne le concernant pas. Mais peu à peu, des vies étrangères commençaient à émerger des notes, cette même mélancolie du destin rural. 27 avril. La neige a fondu, mais Madame Bernard n'est pas revenue de la ville. On disait qu'elle s'était disputée avec sa fille, qu'elle était partie à la gare, plus personne ne l'a revue. Note suivante, le petit Michel Durand est parti au lac le soir, ses cannes à pêche sont restées sous le banc, les gens du coin l'ont cherché toute la semaine, on n'a retrouvé que sa veste. Vincent tournait un petit bout de crayon entre ses doigts. À l'intérieur un sentiment d'anxiété, tout ça n'a pas été écrit pour rien. C'est comme si Zacharie avait voulu laisser une preuve, crier à travers le temps. Et maintenant, je suis obligé de démêler ce fatras, comme une querelle de famille étrangère. Le monologue s'insinuait, et si je disparaissais moi aussi, ne laissant derrière moi que de pitoyables notes? Qui se souviendrait alors Marie, et Pierre? Ou est-ce que tout serait à nouveau oublié? Le journal prenait vie entre ses mains, des coïncidences avec les récits des habitants apparaissaient. Tu as lu ce qui concerne Prosper, celui qui a disparu au moulin.
Pierre jeta un coup d'œil par la fenêtre, s'appuyant sur le rebord. Ils écrivent que quelqu'un a vu une ombre près de la rivière la nuit, a trouvé une botte, mais Prosper n'était plus là. J'ai lu, soupira Vincent, tout est comme dans un brouillard chez eux, on dirait qu'ils vivent, et puis soudain, non. Pierre hocha la tête, c'est comme ça ici, celui qui disparaît ne laisse pas d'histoire. Seule la maison et le journal se souviennent. Vincent réfléchit dans chaque histoire, un sentiment de culpabilité grandissait, les destins d'autrui s'étaient mêlés à sa solitude, si étroitement que parfois il se sentait étouffé. Combien de douleurs ici, combien de femmes, d'hommes disparus. Chaque jour une ombre sur le perron, la peur derrière la maison, le silence dans le parterre de fleurs. Les détails du quotidien, la chambre avec le poêle blanchi à la chaux, la marmite en fonte, les rideaux décolorés, l'odeur de pommes de terre renfermées, les croûtes de lait concentrées sous la table. Il arpentait la cuisine, rangeait les objets, examinait les vieilles photos trouvées dans le coffre, des enfants à une fête, une grand-mère avec une bassine, les tracas d'autrui. Tout cela un musée d'une joie disparue. Vers le soir, Vincent se rassit avec le journal, tomba sur un nom familier, André, le voisin, battait sa femme pendant les fêtes où elle a disparu après un orage. Diverses rumeurs, mais personne n'a vraiment cherché. Une froideur l'envahit, les histoires ressemblaient à ses propres pertes, disputes, rancœurs, deuil. Le monologue le tourmentait, toute ma vie est comme celle de ces gens. Seulement, les documents ne restaureront pas ma douleur, personne ne se souviendra. Si seulement je pouvais guérir par le travail, en étant simplement là. Il s'arrêtait régulièrement pour se resservir du thé, se laver les mains au puits, puis retourner aux pages. Vincent, ne regarde plus, dit Marie en s'approchant de la clôture, chez nous, c'est comme ça, celui qui suit le vieux sentier des femmes ne fait qu'ajouter à son malheur. Vincent répondit, je porte mon malheur depuis longtemps, je n'oublierai pas le vôtre mais je ne peux pas récupérer le mien. Marie soupira et s'en alla, marchant lourdement sur la terre humide. Vincent tournait le journal entre ses mains, cherchant des coïncidences avec les événements actuels, disparitions, disputes, espoirs perdus. Peut-être que ma maison fait maintenant partie de cette chaîne qui s'étire. Peut-être que moi aussi, je suis maintenant noté quelque part. Et si je parviens à trouver ne serait-ce qu'une seule vérité, mon propre oubli deviendra plus léger. Le soir remplit la pièce d'une lumière jaune, le tic-tac silencieux d'une horloge accompagnait chaque pensée. Tout ce qui se passait dans la maison se transformait en une petite enquête, doute, peur, le désir de ne pas disparaître sans laisser de traces. Le sens de la vie seulement dans ces petites découvertes qui permettent de se rappeler, je ne disparaîtrai pas tant que je travaillerai, tant que je saurai ce qu'est la honte et le pardon. Les petits riens du quotidien, une fenêtre dans la cave, l'odeur oppressante des souris, les bottes sur le seuil, le silence du soir. Tout devenait important, réel, pendant que le héros cherchait dans les écrits d'autrui une étincelle de sens pour sa propre vie. Et il y avait dans ce travail une pénitence, une révérence devant la douleur d'autrui, et l'espoir qu'avec le temps, une joie tranquille frapperait à sa fenêtre, comme avant sans mots superflus, simplement. À la tombée de la nuit, la maison semblait se réveiller à nouveau, troquant son apparence paisible pour quelque chose de méfiant, de tenace. Vincent avait pris l'habitude de lire le journal du vieux Zacharie à la lumière d'une lampe à pétrole, la flamme vacillait, projetant des ombres étranges sur les murs, comme si de vagues silhouettes d'anciens habitants flottaient au plafond. Le lit était fait, mais frais, la couverture sentait le savon et le vieux bois. Sous l'oreiller le livre, à côté sur une chaise ou une chemise, le rideau de la fenêtre soigneusement arrangé. Vincent se frotta longuement les yeux, s'empêchant de s'endormir trop tôt, une habitude qui lui venait de la ville, où s'endormir le premier signifiait replonger dans l'obscurité des souvenirs. La première nuit se passa dans une sorte de silence étouffé, une planche grinça quelque part dans le vestibule, le vent gémissait dans les tuyaux. Il écouta longtemps ces voix incompréhensibles, distinguant parmi les bruits habituels des pas, prudents et inégaux, comme si quelqu'un se déplaçait avec hésitation dans le couloir. Une voix intérieure lui soufflait, c'est la vieillesse. Ça arrive dans n'importe quelle maison. Mais pourquoi cette étrangeté dans la poitrine, pourquoi ces mains froides? Les pensées fusaient, et si ce n'était pas juste la maison, et si? Il se leva du lit, marcha lentement pieds nus sur le sol froid. Un craquement, un léger coup, puis il lui sembla que quelqu'un avait déplacé une casserole dans le cellier. Il prit une lampe de poche, éclaira sous l'armoire, ne découvrit rien. Il retourna sous la couverture, serra les dents, j'ai tout imaginé, c'est la vieillesse et la solitude. Mais l'anxiété ne le quittait pas. Le lendemain matin, il versa machinalement de l'eau dans la bouilloire, coupa le pain de travers, ses doigts tremblaient toute la nuit,
il avait rêvé d'un étrange méli-mélo de visages étrangers, chacun ayant quelque chose de familier, il lui semblait voir l'ancien propriétaire. Dans ce rêve, Zacharie était assis près du poêle, buvait du thé, avec un sourire en coin, « Tu as eu tort de venir ici, Vincent. » Chacun a laissé son propre cauchemar. Vincent se remémorait ses rêves en frottant les planches ou en ouvrant les volets. Par habitude, il se massait les épaules, marmonnant « Allons, tu as vécu la moitié de ta vie et maintenant tu as peur des ombres. » Tout ça, c'est la fatigue. Il regardait la lumière du jour avec un sourire ironique, comme s'il espérait que le jour effacerait les peurs nocturnes. Cependant, de nuit en nuit, la maison ne se calmait pas. Parfois, la porte et les volets grinçaient, on entendait un craquement sous le divan. Vincent avait l'impression que des conversations avaient lieu dans l'autre pièce, plus douces que le bruissement des feuilles, pas plus fortes qu'une respiration. Ce sont sûrement les souris. Ou le vent. Il n'y a rien d'autre ici, ne crois pas ça, Vincent. Mais son cœur battait la chamade, et s'il restait quand même quelque chose ici? Et si je n'étais là que pour recueillir les peurs des autres? Le dialogue avec lui-même devenait plus long que n'importe quelle conversation avec les voisins. Peut-être que la maison s'imprègne de ma mélancolie, comme une éponge d'eau? Peut-être qu'elle parle ainsi à un homme seul? Pourvu que je ne reste pas moi-même ici jusqu'à la fin. Et une nuit, le rêve fut particulièrement vif. Vincent vit l'ancien propriétaire, ce même Zacharie, penché sur la table, écrivant quelque chose dans son journal. « J'ai tout noté ici, mais ça ne sert à rien, personne n'a écouté. » disait Zacharie, sans lever la tête. Chacun pense qu'on peut se fuir soi-même. Mais la maison se souvient, elle se souvient de tout le monde. Regarde et ne répète pas les erreurs. Vincent sanglotait dans son sommeil, puis se réveilla dans un lit humide, couvert d'une sueur poisseuse. Il avait peur pour lui-même, pour la maison, pour ces pauvres murs qui avaient vu tant de chagrin. Il s'approcha de la fenêtre, soupira, appuya son front contre la vitre. Derrière la cour s'étiraient les sombres silhouettes des arbres, sur la route gisait un sac vide, que quelqu'un avait laissé la veille. La solitude, voilà la chose la plus effrayante. Pas la malédiction, pas les guerres, pas le journal d'un autre. Rester seul et entendre le vide répondre avec la voix d'une maison qui grince. Dans ces nuits, Vincent se sentait parti d'un monde ancien, dissous dans les malheurs d'autrui, les peurs d'autrui, comme si la maison elle-même vivait à travers ses angoisses. Mais quand l'aube arrivait, le soulagement venait aussi, derrière la porte la rosée, sur la clôture un chat, sur la cuisinière une bouilloire froide. Peut-être que la joie réside dans cette simplicité même, des broutilles le matin, de brèves rencontres chez les voisins, des marches qui grincent. La maison l'acceptait lentement et Vincent commençait à comprendre que même les nuits les plus effrayantes peuvent être surmontées si l'on ne perd pas espoir et si l'on se souvient, tant que tu travailles, tant que tu cherches, tant que tu remarques quelque chose de significatif dans le quotidien où tu es vivant. Vivant malgré la peur, malgré l'écho des voix dans l'obscurité, malgré toute malédiction que la nuit apporte. Depuis le matin, la maison sentait la lessive et l'humidité. Vincent versait de l'eau dans un seau, essuyait les taches humides avec un chiffon, jetant de temps en temps un coup d'œil en direction de la cave, où les fentes sombres de la porte semblaient l'inviter à entrer, là où tout ce qui est oublié est conservé. Dans la cuisine, l'air était confiné, dans la poubelle des épluchures de pommes, sur le rebord de la fenêtre un pot de confiture durcie. Des reflets de soleil, couverts de poussière, rampaient sur le mur. Vincent se remit à déblayer les décombres près de l'accès à la cave. Ses bottes grinçaient, dans ses mains une pelle, un vieux balai avec lequel on balayait autrefois la poussière sous les lits. Il ouvrit lentement la lourde porte, l'escalier grinça sous le poids du temps, ses pas résonnaient d'un léger tremblement. Tout ça, c'est la peur, la solitude, grommelait-il à voix basse. Si j'étais jeune, je m'en ficherais, mais là, il n'y a que la cave et le crépuscule. À chaque pas un écho étranger, comme s'il pénétrait dans des contrées interdites. La cave s'avéra être exiguë, basse, sentant le bois pourri et les chiffons noircis. Sous ses pieds, quelque chose bruissait, peut-être des souris ou de la vieille paille. La lumière de la lampe de poche éclairait des boîtes de conserve rouillées, des bouteilles vides, un sac de pommes de terre, noirci depuis au moins 10 ans. Il s'accroupit, dégagea soigneusement les tas de détritus et soudain, le plancher grinça, sous une planche de travers, il découvrit un paquet enveloppé dans un tissu gris. Qu'est-ce qu'il y a là, encore un oubli de Zacharie? Ou est-ce qu'il l'a caché exprès? Les pensées habituelles tournaient dans sa tête. Le paquet était noué avec une vieille corde à linge. Vincent le défit avec précaution, ses doigts tremblant légèrement.
À l'intérieur se trouvait un jouet d'enfant, un ourson jaune sans un œil, une liasse de lettres, soigneusement attachée avec de la ficelle, plusieurs vieilles photos au visage décoloré, vaguement familier. Il prit une photo, la porta à ses yeux, une jeune fille en robe de coton près du portillon, un homme en veste matelassée, souriant avec effort, près de la maison qui avait été autrefois toute neuve. Au dos, au crayon, Hélène. 1982, un coup au cœur, mais Hélène, ils ont écrit à son sujet dans le journal, c'est elle qui a disparu la première. Plus loin, il trouva un dessin d'enfant ou une petite maison, un soleil, avec une inscription en lettres maladroites, Léo. Moi et maman. Il se souvint des lignes. Léo avait disparu à l'aube. Et sa mère était restée à attendre. Tout cela était lié par un fil ténu au journal, comme si le temps ne s'était pas écoulé, ne s'était pas effrité. Nous avons tous perdu quelque chose ici, pensait Vincent, seulement, nous le retrouvons rarement, même si nous cherchons longtemps. Les lettres sentaient la vieille encre, la prose de sentiments à moitié oubliés. Il les ouvrit avec précaution, lisant des extraits. Chère Marie, le printemps arrive bientôt, mais pour une raison que j'ignore, j'ai peur de rester seule. Tante Claire a encore parlé de l'esprit dans la maison. Zacharie est étrange la nuit, je l'ai entendu chuchoter près de la fenêtre. Le monologue ne le lâchait pas, encore la peur, encore la solitude. Tout le monde avait peur, même les uns des autres. Et dire que je ne suis pas le premier à penser à me retirer ici dans le silence. Vincent ferma les yeux, tendit l'oreille dans la cave, il semblait faire plus froid, le bruissement d'un rat derrière le mur semblait être une réponse du passé. Il remonta, s'accroupit directement dans la cour, joignit les mains. Son cœur était lourd, on vit sa vie, et puis soudain on comprend que ce n'est pas son propre malheur qui s'est installé dans la maison, mais une multitude de petits malheurs étrangers. Et on ne peut rien y faire, juste trier ce qui reste après les tragédies des autres. Le voisin Pierre jeta un coup d'œil par-dessus le portillon. « Vincent, qu'est-ce que tu as trouvé là ? Encore des lettres ? » ?»« Oui, et un jouet, des photos, » répondit Vincent, « on dirait que ce sont ceux qui ont disparu. » Pierre fit un geste de la main, « N'y va pas trop souvent, sinon tu vas encore trouver le malheur, et tu ne t'en sortiras pas, on apporte son propre malheur, ce n'est pas la faute de la maison, » grommela Vincent. Le soir, il examinait les photos à la faible lumière de la lampe. À chaque nouveau détail, il se sentait un peu plus au chaud et plus seul. Ici, quelqu'un avait été heureux, quelqu'un avait souffert. Ici, sur ces photos, il y avait aussi sa part de solitude, de peur, de culpabilité. Et même si ce n'était pas ses visages, pas ses lettres, il sentait quand même que la douleur d'autrui n'est pas étrangère à celui qui est resté au milieu de cette histoire. C'est ainsi que les jours passaient. Chaque objet trouvé comme une pièce d'un puzzle qui formait une lente tragédie. Vincent retournait sans cesse dans la cave, cherchant de nouvelles traces comme s'il espérait que s'il remuait tout le passé, il serait plus facile de respirer dans le présent. Peut-être que quelqu'un lui dirait un jour merci, ou peut-être qu'on le laisserait simplement tranquille. Mais au milieu de cette occupation, il comprit pour la première fois que même les petites joies au boire un thé le soir, réparer une pelle, relire une lettre peuvent devenir significatives quand on leur donne soi-même un sens. Et peut-être que c'est seulement en cela que réside la véritable guérison. Le matin commençait comme toujours avec le lent mélange du sucre dans la tasse, le craquement du pain rassis et le regard habituel sur la table striée de soleil. Vincent était assis près de la fenêtre, le journal de Zacharie étalé à côté, les photos et les lettres soigneusement triées, rangées dans une boîte à chaussures. Dans la maison, tout suivait son cours habituel, mais maintenant chaque objet semblait être une preuve latente. L'ombre de la bouilloire se promenait dans la pièce, le plafond reflétait de fines fissures. Vincent, en terminant de lire les vieilles notes, remarquait chaque nom, chaque date, notait les coïncidences, Hélène disparue, le petit Léo, Madame Bernard, Durand, André. Le monologue intérieur résonnait sans relâche, et si j'essayais de les relier tous ? Peut-être qu'il y a une cause commune. Peut-être que je me trompe, mais si je ne trouve pas, je deviendrai fou de solitude. Quelle occupation pour un vieil homme, au lieu de s'occuper du potager, il se lance dans une enquête. Il commença à interroger les habitants. Il faisait le tour des cours, vêtu de sa veste de travail, prenant des légumes du potager pour ne pas paraître trop insistant. « Marie, vous vous souvenez d'Hélène de 82 ?» « Je m'en souviens, » répondit-elle imperturbablement, c'était une fille peu bavarde, sa mère a été à l'hôpital après sa disparition. « Et Léo ? » Ils sont tous partis après, personne n'a cherché, la maison a été vendue. Marie écarta les bras, comme s'il ne s'était rien passé.
J'en réparais le portillon, tu ferais mieux de ne pas remuer l'histoire de Prosper, le frère de sa veuve travaillait à la mairie, ils ont étouffé l'affaire eux-mêmes. C'est comme ça ici, soit ils sont en prison, soit ils se sont séparés, il ne reste plus de parents. Vincent demanda, peut-être que quelqu'un est revenu après. Non, on ne revient pas chez nous. Celui que la maison a pris, il y est resté, c'est ce qu'on dit. Vincent, dépité, se rendit au bureau local une maison en briques rouges au carrefour, où la jeune Isabelle était assise à fouiller dans des papiers. Isabelle, vous n'auriez pas par hasard les archives sur les disparus? Elle secoua la tête, les archives ont brûlé il y a une vingtaine d'années, il ne reste rien d'important ici, juste des certificats et de vieux procès-verbaux sur des litiges fonciers. Peut-être des lettres, des déclarations? Mais qui garde ça, quand les gens partent, tout s'oublie. La mélancolie le submergeait par vagues, jusqu'à lui faire mal à la nuque. Donc, personne ne se souvient, personne ne cherche. Vincent sortit une tarte de son sac, s'assit dans le square avec Isabelle, avala un morceau. De quoi les gens ont-ils peur quand ils restent ici? Ils ont peur de la mélancolie, Vincent, de la mélancolie, pas du jugement ni de la honte. Il rentrait chez lui, réfléchissant à ce qu'il avait lu, à ce qu'il avait compris. Même si les archives avaient disparu, les voisines s'étaient dispersées, les vieillards étaient partis, il restait des traces sur les photos, des lettres, le journal. Pas grand-chose, mais assez pour comprendre que la chaîne des événements ne s'était pas rompue, elle avait simplement entraîné dans l'ombre ceux qui avaient cessé de se battre. Quelque part dans le quotidien, il trouvait de la joie dans une conversation avec Marie, dans la hache qu'il avait soigneusement affûtée, dans les pâtes qu'il avait fait cuire. La guérison passait par le travail, et en lui le sens, même si l'enquête semblait vaine. Vincent notait les dates dans ses propres cahiers, Hélène 1982, Léo 1985, Prosper 1987. Il réfléchissait, comparait avec le journal, cherchait le moindre détail qui pourrait les relier. Le soir, il était de nouveau assis près de la fenêtre, écoutant les rares passants se disperser dans la rue. Pierre s'approcha du portillon. « Vincent, mais qu'est-ce que tu cherches encore? Tu ne trouveras rien ici. Je ne cherche pas pour moi, mais pour ceux qui sont restés. Pour éviter ne serait-ce qu'une seule erreur. » Pierre fit un geste de la main, personne n'a besoin de connaître le passé, les gens ne se souviennent que de leur propre chagrin. Ces mots furent une pierre lourde dans sa poitrine, mais Vincent continua, « Si je suis resté, cela signifie que je peux au moins dénouer un fil des vieux nœuds. » Dans le travail, la recherche, il oubliait les disputes passées, la douleur morale, il se mit à respirer plus calmement. Tant qu'il est occupé, tant qu'il s'efforce de chercher, il ne disparaîtra pas même s'il n'est entouré que de vieilles photos, de lettres silencieuses et de destins étrangers. C'est ainsi que passa une autre journée dans l'enquête, dans la recherche, en se rappelant que le sens existe même là où il semble n'y avoir que l'oubli et la fatigue. La journée était maussade, il bruinait depuis le matin, les gouttes tambourinaient sur le toit, et il semblait que le village lui-même s'était figé. Vincent était assis près de la fenêtre, feuilletant le journal, les photos, notant les noms de ceux qui avaient disparu. Le cahier avec ses notes reposait à côté d'une tasse de thé chaud. La nuit, les ombres des anciens propriétaires avaient de nouveau hanté ses rêves, il avait le cœur lourd. Une voix intérieure l'inquiétait, pourquoi creuser si longtemps? Et trouveras-tu quelque chose? Peut-être que tout est plus simple, la maison n'était tout simplement pas aimée, c'est pourquoi elle s'efface de la mémoire. Son cœur lui disait que s'il n'allait pas jusqu'au bout, il ne saurait rien, ni sur lui-même, ni sur les destins des autres. Vincent triait les lettres, remarqua un détail étrange, dans presque chacune d'elles, il y avait de la rancune envers les voisins. Hélène, dans sa lettre, se plaignait des André, Léo ou des Durand. D'après le journal de Zacharie, des querelles opposaient deux vieilles familles. Tout vient de la rancune, pensa de nouveau Vincent, l'incapacité de pardonner, la vieille méchanceté. Peu à peu, il commença à comprendre, les disparitions n'étaient pas accidentelles, leurs racines se trouvaient dans un conflit villageois. Il se rendit chez Pierre, emportant le journal et les photos. « Pierre, écoute, tout est confus ici. Mais si on y regarde de plus près, Hélène et Léo, André et Durand, ils étaient tous de ces deux familles qui ne se parlaient plus depuis 30 ans. » Pierre grimaça, « Vincent, ne va pas chercher trop loin. On a déjà essayé de les réconcilier ici, mais ça n'a fait qu'empirer les choses. » « Et qui a commencé tout ça? » « Je ne sais pas, » dit Pierre en regardant autour de lui, « on dit que c'est quelqu'un des André, à l'époque il venait lui-même à la maison, donnait des conseils, puis il a disparu, et après ça, tout a commencé à tourner en rond. Il rendit visite à Marie, sa gardienne des rumeurs du village.
Marie, qui ici pourrait savoir quelque chose sur les disparus? Elle réfléchit, essuyant lentement les miettes de la table. La vieille Anne est encore en vie, elle est dans la maison du fond, elle savait tout, mais elle se tait toujours. Vincent prit son courage à deux mains et se rendit à l'autre bout du village, où se dresse une maison délabrée, aux volets de travers. Anne le reçut en silence, les yeux pâles, le visage caché par un foulard. « Pourquoi es-tu venu » dit-elle d'un ton sévère. « Je cherche un lien entre toutes les personnes disparues. Vous devez sûrement savoir d'où tout cela vient. »« On ne peut rien y faire, Vincent, » répondit-elle d'une voix basse. Tout a commencé quand la querelle a éclaté. Les uns haïssaient les autres, les enfants ne jouaient pas ensemble, des pots de vin et des disputes d'étrangers. Puis quelqu'un est parti, quelqu'un a payé pour la faute d'un autre. Cette maison, la tienne, elle se trouvait entre eux, c'est pourquoi tout se passait ici, comme à un carrefour du malheur. Vous pensez que c'est une malédiction? Non, ce n'est pas une malédiction, dit Anne en haussant les épaules, juste de la vengeance, implacable, humaine. Celui qui n'a pas pardonné dans sa jeunesse s'est attiré le malheur dans sa vieillesse. La maison n'y est pour rien, ce sont les gens qui sont coupables. Vincent comprit où toute l'horreur n'était pas dans le mystique, mais dans la rancune, dans le traumatisme transmis de génération en génération. Dans chaque personne disparue, dans chaque destin brisé ou une vendetta non oubliée. Il rentrait chez lui par le sentier mouillé, pensant, il s'avère donc que je ne me suis pas immiscé dans les secrets des autres, mais dans une partie d'un grand malheur, celui-là même qui vit maintenant en moi. Son cœur était douloureux, mais il se sentait plus calme comme si le fardeau avait été accepté. La solution est simple, il faut vivre plus simplement, ne pas garder de rancune, travailler, se guérir par le travail sinon, on devient soi-même une partie du cercle maudit. Le soir, il passa chez Jean. « Écoute, Jean, c'est vrai que tout a commencé à cause des disputes? » Bien sûr, tout le malheur vient des vieilles querelles. Seulement, personne n'ose le dire ou tout le monde pense que c'est la faute de la maison. Ce n'est pas la maison, c'est nous-mêmes, dit Vincent, maintenant je sais pourquoi il faut tout pardonner, ne pas accumuler les rancœurs des autres. Il traita longuement les lettres et les photos qu'il avait trouvées. Sur chacune la trace de la douleur, mais aussi de la mémoire, celle qui ne deviendrait plus une malédiction pour lui personnellement. Dans ces soirées tranquilles, au milieu de la pluie, des vieilles choses et des chagrins anciens, Vincent trouva la force à accepter son passé, se pardonner à soi-même et aux autres, travailler pour ne pas devenir un nouveau disparu. Le poids s'en alla progressivement avec les dernières taches sur le sol, avec la rosée du matin qui apporta de nouveau dans la maison la joie tranquille de la vie ordinaire. Et le sens fut retrouvé ne pas être une partie de la querelle d'autrui, mais celui qui guérit tout ce qui peut être guéri, même si ce chemin est silencieux, discret, mais important pour soi-même. Vincent se réveilla plus tôt que d'habitude, l'aube inondait la pièce d'une lumière diffuse, une odeur de chiffon propre et de sol fraîchement lavé flottait dans l'air. Les murs avaient été récemment peints, les cadres des fenêtres rénovés, sur la table se trouvait une simple tasse en céramique avec un thé encore chaud. Sur le tapis de la cuisine dormait un chat qui s'était installé au cours des dernières semaines comme si la maison elle-même lui avait permis de rester. Vincent parcourut lentement la maison, touchant chaque détail, un tabouret taillé à la hache, une porte qui grince, un rideau soigneusement ourlé avec un motif blanc. Dans l'armoire des piles bien rangées de son linge, tout était propre, droit. Dans un coin une boîte avec des lettres, des journaux intimes, des photos. Il ne les avait pas jetés, pas gaspillés, il les avait conservés en souvenir du passé, même s'il avait été lourd. À l'intérieur de Vincent, il faisait clair après de longs jours et de longues nuits d'enquête, d'angoisse et de disputes, la maison avait cessé d'être étrangère. Monologue calme, sans agitation, oui, maintenant c'est à moi. Pas le passé, pas le malheur, pas la querelle d'autrui. Comme on commence quelque chose, on le termine. Il y avait la peur où elle est partie, il y avait la mélancolie où elle s'est affaiblie, et maintenant il n'y a que le travail et le silence. Il sortit dans la cour, regarda les plates-bandes qu'il avait aménagées près de la clôture, la verdure y perçait déjà, les premières pousses se frayaient un chemin à travers les mauvaises herbes de l'année précédente. La voisine Marie triait des pommes de terre sur le perron. « Tu es resté pour de bon ?» demanda-t-elle en ajustant son foulard. Vincent hocha la tête, « La maison est à moi maintenant, même si elle a été lourde. Je ne suis ni le premier ni le dernier ici. Il faut continuer à vivre. » Marie rit doucement, « Si tu es resté, cela signifie que le malheur est parti, Vincent. C'est comme ça chez nous depuis longtemps, celui qui vient avec de bonnes intentions chasse le mal. » Vincent sourit. Le soir, désormais,
Il s'asseyait à table dans la cuisine propre, regardait les photos, triait les journaux. Non plus comme des preuves, mais comme un souvenir de ceux qui avaient aussi enduré courageusement et attendu des changements. Toute douleur passe, se disait-il, si on lui laisse une place, si on ne fuit pas. Le temps passait lentement, la maison se remplissait de vie, il faisait chaud dans le vestibule, des fleurs apparaissaient aux fenêtres, les enfants du voisinage venaient lui apporter des pommes, les vieillards s'arrêtaient pour discuter en allant au marché. Vincent n'était pas le centre de l'attention, il était un simple petit homme, mais maintenant cela lui apportait de la joie, une libération. Il réparait toujours les marches grinçantes du perron, clouait des planches dans la cour, lavait les fenêtres. Chaque jour une petite tâche, un rappel des joies simples. Le monologue intérieur ne disparaissait pas, mais il était devenu plus doux. J'ai perdu ma famille, je n'ai pas trouvé d'amis ici, mais cette maison vit maintenant avec moi. La solitude est devenue confortable, si on ne la chasse pas. Pierre vint à la porte, apportant un seau d'eau. Écoute, Vincent, garde la maison, ne la livre pas au mal. Nous avons tous compris ici que la vie n'est pas si simple, mais si on la construit chaque matin, elle ne devient pas une malédiction. Je ne le ferai pas, Pierre, maintenant je sais la joie est là où on la cultive soi-même. L'important est d'être le maître, pas l'ombre. Vers le soir, Vincent se prépara de nouveau un thé, ferma les volets, prit le journal où tout cela n'était plus de simples notes, mais son nouveau devoir. Garder les secrets du village, ne pas cacher la vérité, mais la mettre en lumière, et c'est ainsi que la vie prend un sens, même si c'est discrètement. La dernière peur disparut où il ne resta qu'un simple souci, aider, préserver, comprendre et pardonner. Le passé cessa de faire peur, il devint une partie du jour, dans lequel il y avait une place pour l'espoir. La maison devint un foyer. Vincent son gardien, ordinaire, authentique, enfin heureux.